toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une personnalité haute en couleur que vous avez très certainement aperçu lors des fameuses interviews baignoires qu'il réalisait avec des candidats de télé-réalité. En septembre 2017, il décide de prendre de la hauteur et rejoint l'équipe de Thierry Ardisson sur C8, mais tout vole en éclats quelques mois plus tard lorsqu'il est pris malgré lui dans un tourbillon médiatique baptisé le Jérém Stargate. Et s'il est sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour remettre l'église au centre du village après des mois et des mois de silence. Bonjour Jérém Star. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau du Buzz TV. Alors la vérité, toute la vérité, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Hugo Images ce mois-ci. Donc dans cet ouvrage, vous revenez sur cette affaire qui vous a plongé dans une profonde solitude. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ces événements, votre nom a été mêlé malgré vous à un supposé réseau de pédophilie. Donc pour résumer, en fait, vous étiez accusé d'être un appât, de mettre en relation des stars, des jeunes stars, avec l'un de vos proches, Pascal Cardona, chose que vous niez en bloc d'ailleurs dans ce livre. Oui. Des jeunes fans, pardon, Pas des stars, effectivement, des jeunes fans. Avant de parler du fond de cette affaire et de revenir sur ce que vous dites dans ce livre, une question toute simple, comment allez-vous ? Un peu mieux. Ouais. Un peu mieux, grâce à ce livre qui a été une véritable thérapie, grâce à ce livre qui me permet d'exposer la vérité pour les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore compris ce qu'il en était. Mais forcément, ça laisse des séquelles et ça a été une période extrêmement difficile. Ouais. Se faire accuser d'horreurs pareilles et devoir se battre contre le cyberharcèlement parce que j'ai été victime de cyberharcèlement et de gens extrêmement mal intentionnés qui ont été très loin, forcément, ça affaiblit. Ouais. Voilà, en tout cas, je suis en phase de reconstruction et de combat, donc ouais. Le meilleur reste à venir. Et quelles sont les séquelles dont vous parlez ? Vous dites que cette affaire a laissé des séquelles. Aujourd'hui encore, le matin, vous vous levez, vous sentez que vous avez des crises d'angoisse. Comment ça se passe ? Oui, encore aujourd'hui, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Ça a été un livre extrêmement difficile à écrire parce que ça m'a replongé vraiment dans une époque très difficile. Voilà, ça marquera ma vie et c'est vrai que la douleur et le déferlement médiatique que j'ai pu subir au moment de cette affaire, entre guillemets, l'année dernière, aujourd'hui est encore difficile à gérer. Donc voilà, c'est quelque chose, oui, qui m'a rendu profondément triste. Mais vous remontez la pente et on va y revenir dans quelques instants sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jérém Star. Quel regard portez-vous sur cette affaire, entre guillemets, au cours de laquelle il a été plongé malgré lui ? Aimeriez-vous le revoir dans les Terriens du dimanche sur C8 aux côtés de Thierry Ardisson ? Est-ce qu'il vous manque aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous l'adorez, vous le suivez ? N'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, envoyer tous vos commentaires. Il y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour. Bonjour. Alors Sarah, c'est la tradition ici, on commence toujours avec les audiences de la soirée. Quelle chaîne est arrivée en tête hier des audiences ? C'est France 2 et apparemment José Dayan est imbattable parce que je vous le rappelle, on en parlait hier, Capitaine Marlowe a battu son record historique, c'était mardi soir. Ouais. Hier soir, le téléfilm Quand sort la recluse avec son actrice fétiche Corinne Maziero, s'est hissé en tête des audiences. 4,6 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous sur France 2, ça représente 20,5% du public. TF1 est sur la deuxième marche du podium avec Grey's Anatomy qui a attiré de son côté 3,4 millions de fidèles, soit 15,5% de part de marché. Et M6 suit. Le 10e épisode de Top Chef a convaincu 2,5 millions de gourmands et 13% du public. Et France 3 enregistre un score assez faible. Oui, ils étaient seulement 1 million de personnes devant le magazine Pièces à conviction qui était consacré au monde psychiatrique en France. Ça représente 5,2% de part d'audience. Jérém Star, vous regardez quoi à la télévision ? Je sais que la télévision a été quelque part une sorte de thérapie, en tout cas d'évasion pour vous, notamment lorsque vous êtes réfugié chez votre ami que vous citez dans ce livre Salopette. Je crois que vous avez vous êtes un petit peu évadé grâce à la télévision. La télévision, je ne l'ai jamais vraiment regardée. Déjà à l'époque, pendant que je traitais de la télé-réalité, j'avais déjà beaucoup de mal à suivre ces programmes, donc je ne l'allumais pas beaucoup. Non, on va dire Netflix plutôt. C'était Netflix. Et je me suis réfugié pendant cette polémique. Je ne connaissais pas Netflix en fait. On va dire qu'avant ce retrait médiatique que j'avais décidé pour réserver mes déclarations à la justice, je ne connaissais pas Netflix et surtout je ne connaissais pas l'ennui. Et là j'ai découvert l'ennui, j'ai donc découvert aussi Netflix, mais la télévision, franchement, je ne l'allume quasiment jamais. Je la mets juste en fond comme ça
pour avoir une présence, mais vous n'y trouvez pas votre compte avec la télévision, c'est ça? J'ai pas ce réflexe. Je trouve que c'est perdre du temps que de regarder la télé et je préfère construire mon avenir et travailler sur des projets à côté. Donc c'est vrai que c'est très très rare que je regarde la télé. Netflix par contre, oui, je suis accro comme je le disais. Voilà. Alors on va parler d'une personnalité télé. Cette fois-ci, il s'agit de Nabila qui a été révélée notamment dans Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Elle nous annonce un heureux événement, Sarah. Eh ben oui, après des semaines de rumeurs, ça y est, la star de télé-réalité a officialisé sa grossesse. C'est cette semaine dans les pages de Paris Match. Elle pose avec son fiancé Thomas Vergara. Et donc dans l'entretien qui accompagne les photos, le couple revient sur le fait divers qui a marqué la relation. Je vous rappelle qu'en 2016, elle a écopé de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme aménageables en travaux d'intérêt général pour avoir poignardé son compagnon à 2 reprises. Alors cette période tumultueuse de leur relation, les futurs parents vont l'évoquer avec leur enfant. Nous utiliserons ce drame pour lui prouver qu'il a des parents forts, qu'ils ont fait face à toutes les épreuves, a indiqué Nabila. Jérém Star, vous glissez un petit tacle à Nabila et Thomas Vergara, donc son compagnon, dans votre livre, tout comme aux Marseillais aussi, qui ne vous ont pas forcément soutenu au cours des mois que vous avez traversés. Comment expliquez-vous cette petite animosité de leur part? Alors c'est vrai que pas mal de candidats se sont retournés contre moi et se sont réjouis de ce qui m'arrivait, ont estimé que c'était l'arroseur arrosé, tout ça. J'ai pas trop suivi à vrai dire, mais oui, j'en ai parlé vaguement dans mon livre. Mais sans grande surprise, j'ai toujours su que dans ce milieu, personne n'était mon ami et ça ne m'a pas étonné. Finalement, aujourd'hui, j'ai quasiment plus de contact avec personne. J'ai vraiment fait une rupture radicale, donc voilà, c'est sans surprise. Parce qu'à votre échelle, vous avez contribué aussi au rayonnement de la télé-réalité. Vous les avez beaucoup mis en lumière, notamment dans ces interviews Baignoire que je mentionnais en interview. C'est étonnant de leur part quand même qu'ils s'attaquent à vous, sachant que vous étiez quand même un porte-drapeau de la télé-réalité. Alors c'est étonnant, non, parce qu'effectivement, j'ai pas toujours sorti des choses très agréables. Donc c'est sûr que quand il m'est arrivé quelque chose, encore une fois, certains se sont dit la roue tourne. En revanche, effectivement, j'ai protégé beaucoup de personnes et j'ai œuvré positivement pour beaucoup d'entre eux. Certains semblent avoir la mémoire très courte, mais voilà, je ne vais pas vivre avec du négatif. Maintenant, il faut avancer. C'est plus trop mon milieu, plus trop mon monde, et j'attendais rien de ces personnes-là, donc il n'y a pas vraiment de déception. Et on comprend bien effectivement dans votre livre La vérité, toute la vérité, que la télé-réalité n'est plus vraiment votre monde, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Star, vous publiez donc ce mois-ci, je le rappelle, le titre de ce livre, La vérité, toute la vérité, aux éditions Hugo Images, donc, dans lequel vous vous livrez à cœur ouvert sur la façon dont vous avez géré cette affaire baptisée le Jérém Stargate. Alors, vous avez été accusé de participer à un réseau de pédophilie en mettant en relation donc des mineurs avec l'un de vos proches, Pascal Cardona. Ce dernier est accusé d'avoir eu des comportements sexuels illégaux donc avec eux. Ma première question est la suivante, Jérém Star. Ces faits qui vous sont reprochés, est-ce qu'ils sont fondés déjà? Alors justement, quand j'entends vous êtes accusé d'eux, accusé par qui en fait? Par un internaute. Donc encore une fois, la justice se rend dans un tribunal et pas sur Twitter. Non, ces faits sont pas du tout fondés. À l'heure actuelle, tout ce qu'on m'a reproché sur Internet, parce que ça sort vraiment de n'importe où, ça ne tient pas debout. Je n'ai jamais été entendu par la justice, ni même en tant que témoin, pour dire ce que j'avais vu. Finalement, il y a eu un amalgame. On a reproché à quelqu'un de mon entourage de faire des choses apparemment illégales, mais enfin ça encore c'est pas prouvé parce qu'il a été entendu lui aussi par la justice, par la brigade criminelle, et il n'y a pas eu de mise en examen, ni de condamnation, ni de procédure, ni quoi que ce soit. Mais voilà, le Jérém Stargate, en fait, comme je l'explique dans mon livre, ça n'existe pas. On m'a juste foutu ce nom avec mon propre nom pour rattacher aux agissements de quelqu'un de mon entourage qu'on ne connaissait pas. Mais c'est un mot marketing, c'est pour faire du buzz. Non, c'est faux, il n'y a jamais eu de partouze, il n'y a jamais eu de viol. Et vous vous doutez bien que si ça avait été le cas, j'aurais été placé en prison. Et peut-être que ça aurait fuité avant aussi, on peut l'imaginer, forcément. Voilà. Jérém Star, quel est en fait l'objectif de ce livre? Vous dites que vous n'avez pas été entendu par la justice. Est-ce que ce livre s'adresse finalement aux acteurs de la justice, ou est-ce que c'est une façon de redorer votre image et de revenir sur le devant de la scène? Alors, redorer mon image, non, parce que j'ai déjà jamais perdu quoi que ce soit, on va dire, de la part de mon public. Mon public a toujours été très présent et j'ai toujours
autant de trafic sur mes réseaux sociaux. Donc, votre public ne vous a jamais tourné le dos, c'est important de le souligner. C'est ça. Jamais. Il n'y a pas besoin de redorer l'image parce que, à part les imbéciles qui ont cru à ce qui se disait sur Twitter, c'est quand même une niche, hein, Twitter. Mon public, effectivement, ne m'a jamais lâché. Ils étaient 900 au Théâtre Bobino ce week-end à venir m'écouter sur scène, raconter mon histoire et tous étaient en larmes et m'expliquaient qu'ils n'y avaient jamais cru. Donc, en fait, ce livre sert uniquement à pallier au manque de culture judiciaire de beaucoup de gens qui me demandent tout le temps quand je vais être blanchi, mais en fait je ne serai jamais blanchi comme je l'explique puisqu'il n'y a aucune affaire à mon encontre. Mais la présomption d'innocence n'existe pas en France avec les réseaux sociaux, vous le savez bien. Bien sûr, mais les réseaux sociaux n'ont pas à prendre part aux choses judiciaires, donc de toute façon, on va dire le seul organe à qui je pourrais reprocher de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence, c'est C8. Mais voilà, j'ai sorti ce livre en tout cas pour expliquer ce qu'il en était, c'est-à-dire rien du tout, et pour raconter cette grande campagne de dénigrement, cette grande campagne de cyberharcèlement et la manière dont elle s'est orchestrée, puisque tout était un tissu de mensonges du début à la fin, et que je n'ai jamais été inquiété par la justice, et que les seules finalement procédures qui sont en cours, c'est celles que j'ai menées à l'encontre de mes cyberagresseurs, qui sont aujourd'hui tous mis en examen. Ceux-là même qui me reprochaient, qui inventaient, on va dire, des choses absolument grotesques. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine notamment. Vous pouvez poser toutes vos questions. Sarah, je crois qu'il y a du monde sur la page. Oui, il y a beaucoup de monde sur la page Facebook de TV Magazine. Et sur le Figaro.fr, j'ai une première question de Valérie qui se demande, elle a le sentiment que vous crachez un peu dans la soupe. Alors qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critiques? Vous attendiez à ces critiques-là, hein. Souvent, je l'explique aussi dans mon livre, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas compris déjà que premièrement que je faisais un mea culpa dans ce livre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais surtout que je ne crachais pas dans la soupe. Déjà quand on prend de la soupe au restaurant, c'est pas parce qu'on la prend et qu'on peut pas la renvoyer en cuisine parce qu'elle est indigeste. Justement, qui mieux que moi pour analyser les dangers des réseaux sociaux et commenter l'évolution toxique de la télé-réalité, qui mieux que moi qui ai évolué là-dedans. Mais quand vous faisiez vos vidéos, parfois vous pouviez provoquer du cyberharcèlement. Bien sûr, sans m'en rendre compte, effectivement, j'ai pu participer à un système de délation et c'est aussi un mea culpa que je fais dans mon livre. Cette affaire m'aura permis de me rendre compte que je n'avais plus envie de ça et que j'avais envie d'élever la jeunesse vers quelque chose de beaucoup plus positif et de plus inciter au clash. J'ai d'ailleurs vendu mes 2 sites internet consacrés aux News People parce que je ne veux plus traiter de télé-réalité et effectivement, je me rends compte, oui, c'est un mea culpa que je fais, que j'ai fait de la merde par le passé, que j'ai alimenté une machine à merde et que moi aussi j'ai pris part à un système pas joli. C'est justement ce que je reconnais dans ce livre et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je change de direction et que j'entreprends un virage beaucoup plus radical. Jérém Star, votre descente aux enfers, en fait, elle a commencé en janvier 2018 lorsqu'un certain Anis Zitouni, donc qui est un blogueur sur Internet, décide de publier Pornographique dans laquelle vous figurez. Alors pourquoi celui que vous désignez dans votre livre comme un tortionnaire, comme votre tortionnaire, a-t-il décidé de s'en prendre à vous, en fait ? Alors c'est parti vraiment d'une histoire complètement anodine, voilà, sur un de mes sites People, l'une de mes rédactrices a rédigé un article, il n'a pas été cité, ça a pourtant été rectifié après, bon il a pété les plombs et forcément, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, que faut-il faire pour se faire connaître ? Il suffit de balancer sur quelqu'un de connu pour gagner des abonnés et commencer à se faire un nom. Et ça a fonctionné. C'est le nouveau métier à la mode, voilà, influenceur, balance n'importe quoi sur n'importe qui de connu, ça fonctionnera. Effectivement, c'est parti très très loin pour des histoires de télé-réalité sans grand intérêt. On est tombé dans des choses extrêmement graves, dans du revenge porn, on est tombé dans un déballage d'ineptie me mêlant à des pseudo-viols et compagnie. Enfin, tout ça évidemment est totalement faux. Quiconque me connaît un minimum sait que c'est impossible que je fasse des choses pareilles. Oui, vous trouvez que le sexe n'est pas propre d'ailleurs, vous le dites dans votre livre. Oui, j'ai souvent, joué du côté provoque de mon personnage au début de ma carrière, mais c'est vrai que le sexe a toujours été quelque chose, moi, qui me fait peur et j'ai couché avec très peu de garçons dans ma vie. Et c'est vrai que, non, en fait, quiconque me connaît dans mon entourage, ma famille, mes amis, tout le monde, sait que ce qui a été dit sur Internet, c'est pas possible. Je n'ai jamais fait de partouze comme on me l'a reproché. Avec des fans à moi, c'est totalement bidon. En revanche, quelqu'un de mon entourage avec qui j'ai coupé les ponts aujourd'hui a utilisé mon nom pour dragouiller, des fans, il semblerait à moi, chose que j'ai découverte
pendant toute cette affaire et j'ai coupé les ponts aujourd'hui avec lui parce que c'est hors de question. Voilà, mais je n'ai jamais fourni de chair fraîche, tout ça. Et en fait, ce cyberagresseur qui a balancé tout un tas d'horreurs sur moi pour se venger d'un scoop qui en plus ne lui appartenait pas puisque c'est quelqu'un aux USA qui avait filmé et pris des photos d'un couple de télé-réalité. Voilà, il s'est vengé et est parti très très loin et c'est là qu'on se dit mais mon message a mal été compris. C'est mes héritiers, ces cyberagresseurs, c'est des gens qui m'ont suivi, qui ont voulu faire comme moi, balancer pour se faire connaître. Sauf que moi, à l'époque, j'ai jamais été aussi loin, j'ai jamais balancé des choses aussi graves et fausses. Et j'ai très vite compris que j'avais affaire à quelqu'un d'incontrôlable. Et vous avez déposé d'ailleurs récemment une nouvelle plainte. Oui, je viens de déposer une nouvelle plainte avec mon avocate, puisque depuis maintenant plus d'1 an, son cyberharcèlement ne s'est pas arrêté. À l'annonce de la sortie de mon livre, il a redoublé. Dans ses publications en multipliant tout ça sur différentes plateformes. Donc j'ai déposé une nouvelle plainte. Comment il se matérialise ce cyberharcèlement dont vous êtes victime? De manière répétée en fait, de manière répétée en ressortant sans cesse des images et des contenus sur lesquels il n'a aucun droit, en insultant, en menaçant, en menant finalement une campagne de dénigrement non-stop depuis maintenant plus de 15 mois. Voilà, le cyberharcèlement, comme tout type de harcèlement, se définit par le caractère répété. Voilà, et aujourd'hui, il est mis en examen d'ailleurs aussi pour diffamation, injure publique, cyberharcèlement, tout ça. Et menaces aussi, parce que est-ce que vous craignez pour votre sécurité? Des menaces, ça peut aller très loin, vous le savez, parce que là, on est dans le monde virtuel, mais à un moment donné, ça peut aussi se reproduire dans le monde réel, et là, ça devient un autre problème. J'ai de la chance, il m'est jamais arrivé de me retrouver face à des personnes qui croyaient à ça et qui m'insultaient par rapport à cette polémique. Mais effectivement, à un moment donné, j'ai eu très peur, et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé. Déjà, il y avait des paparazzis en bas de chez moi qui attendaient qu'une seule chose, voir Jérém Star au fond du trou, donc bon voilà. Et puis j'avais peur aussi de sortir, je suis resté pendant 2-3 mois enfermé, j'avais peur de me faire agresser, j'avais peur finalement que ce que je lisais sur Twitter soit vrai. Et c'est là qu'on se rend compte que Twitter, c'est quand même un monde parallèle, parce que dans la vraie vie, jamais personne ne m'a parlé de cette histoire et n'y a cru surtout. Sarah, des questions? Oui, j'ai une question de Priscilla qui se demande ce que vous ferez cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est une bonne question. Elle est au courant, Priscilla? Mais oui, alors vous pouvez peut-être nous dire pourquoi vous y êtes. Je suis très content parce qu'effectivement, même si cette période a été difficile, j'ai décidé de m'engager concrètement pour le cyberharcèlement et j'ai adressé une lettre ouverte au pouvoir public. J'ai été contacté par la députée Laetitia Avia qui m'a proposé un rendez-vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une réunion de travail pour que je lui explique mon expérience et qu'on trouve des solutions et qu'on travaille sur cette loi de lutte contre le cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui le cyberharcèlement c'est quelque chose qui détruit, qui se propage à une vitesse hallucinante et il faut agir beaucoup plus vite. C'est ce que j'explique dans mon livre. Oui, c'est très compliqué. Et est-ce que Marlène Schiappa vous aide dans cette démarche? Alors pas spécialement. Marlène Schiappa a été d'un soutien très fort pendant cette polémique. Vous la comparez à Dieu dans le bouquin. Oui, parce que voilà, forcément, quand je me suis entretenu avec elle pendant ma polémique et qu'elle m'a encouragé, c'était une voix un petit peu officielle, sérieuse, politique. Donc ça m'a vraiment donné beaucoup de force. Et puis oui, c'était un peu Dieu parce qu'on se sent désemparé quand tout circule comme ça et qu'on fait des signalements sur les plateformes et que les plateformes n'agissent pas. Avoir Marlène Schiappa qui nous rassure, c'est hyper important et je la remercierai jamais assez. J'espère la revoir très prochainement aussi pour avancer. Voilà, mais cet après-midi, je serai à l'Assemblée nationale. J'ai également été contacté par le secrétaire d'État, le nouveau chargé du numérique, qui remplace donc Mounir Majoubi, monsieur Cédric O. Voilà, la prise de contact aussi a été faite. J'ai très hâte que mon expérience puisse servir à des jeunes, par exemple en province, qui n'ont pas des millions d'abonnés, qui ne peuvent pas se faire autant entendre que moi quand ils sont victimes, par exemple, de cyberharcèlement ou de revenge porn. Quelle est une proposition? Vous avez un exemple? J'en ai plusieurs, mais déjà une meilleure formation des autorités qui ont du mal aujourd'hui à comprendre ce qu'est une story Instagram, une story Snapchat. Je me suis retrouvé face à des policiers qui avaient du mal à comprendre. Une hotline, pourquoi pas, pour pouvoir avoir une personne physique derrière les réseaux sociaux, ou encore, je donne des exemples comme ça, mais un truc tout simple, nommer un directeur de publication qui soit pénalement responsable sur les plateformes de réseaux sociaux. Moi, j'avais des sites People, même si c'était pas moi qui écrivais les articles, j'étais responsable en tant que directeur de publication des commentaires et des articles publiés. Pourquoi c'est pas pareil sur Twitter? Pourquoi personne
n'est responsable des horreurs qui y sont balancées. Et c'est vrai que votre expérience de cyberharcèlement est assez emblématique. Vous avez d'ailleurs pleuré pendant des heures, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Vous avez été écarté de l'émission Les Terriens du dimanche sur C8. Vous avez été vilipendé sur les réseaux sociaux. À un moment donné même, vous ne rêviez qu'une chose, qu'il neige, parce que vous étiez tellement déprimé finalement que vous vouliez faire des bonhommes de neige. Dans cet état que l'on pourrait qualifier de dépressif, à un moment donné, est-ce qu'on ne finit pas par penser au pire? Alors, j'ai écrit dans mon livre que j'avais envie de fermer les yeux et de plus me réveiller, mais c'était plus pour exprimer que je recherchais, on va dire, le repos, de vouloir dormir 2-3 jours, histoire que tout ça se tasse, mais j'ai jamais pensé au suicide, voilà. Pourtant, vous dites à Marlène Schiappa, vous lui envoyez un texto à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous lui dites « j'ai envie d'en finir ». Oui, d'en finir avec toutes ces histoires, d'en finir sous le coup de l'énervement, tout ça. Mais franchement, pour être très honnête, non, j'ai jamais voulu me tuer en fait pour des cyberagresseurs. Ça serait donner raison au cyberharcèlement, ça serait mettre fin à mes jours, alors que pour finalement des choses qui sont fausses. Et c'est aussi le message que je veux donner à toute ma communauté. Hors de question en fait de se rendre malade et d'en finir pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Au contraire, aujourd'hui, j'ai envie d'être beaucoup plus vivant qu'avant et de me battre pour tout ça, quoi. Alors, vous pointez dans ce livre aussi le rôle de la presse traditionnelle, qui, je vous cite, est responsable de votre disgrâce. Vous leur reprochez notamment d'avoir utilisé votre nom donc, pour faire du clic et du buzz. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il est judicieux aujourd'hui, en France, à l'heure où les médias sont très décriés, de mettre les journalistes dans le même sac? Alors non, de toute façon, j'ai jamais mis tous les journalistes dans le même sac, mais un grand nombre, force est de constater que c'est un grand nombre, parce que voilà, j'ai vécu des choses absolument hallucinantes et abominables. Déjà, c'était du putaclic total, toutes les informations balancées sur Twitter ont été reprises dans des médias comme Le Monde, Libération, enfin, c'est assez hallucinant. Ces journalistes n'ont pas fait de travail d'enquête, ils n'ont même pas vérifié si les plaintes étaient vraies. Ils n'ont jamais repris des informations cruciales, à savoir que le fameux soir où j'aurais été complice de viol, j'étais en Thaïlande. J'ai envoyé à tous ces médias mon passeport scanné pour leur montrer que la plainte était fausse et que j'étais en Thaïlande. On m'a répondu qu'on ne pouvait pas publier ça parce que le public préférait me voir coupable et que ça n'intéressait pas. Donc on pouvait éventuellement rajouter un renvoi en bas de page. Mais finalement, les vraies informations, notamment quand j'ai été visé par une plainte pour complicité de viol, ça a fait les gros titres, ça a été repris partout. Mais quand le jeune homme s'est rétracté en expliquant que c'était un paparazzi qui lui avait demandé de déposer cette plainte et qu'en fait, il m'avait jamais rencontré et que c'était faux et qu'il se rétractait, aucun média, encore une fois, n'en a fait d'article. Donc oui, les médias, pour certains, pour un grand nombre, malheureusement, sont responsables de cette disgrâce et sont aussi responsables d'avoir relayé des choses fausses et de ne pas avoir relayé les vraies informations. Voilà, il n'y a pas eu de présomption d'innocence non plus, il y a eu un véritable lynchage. Et c'est aussi pour ça que je sors ce livre, parce que... Vous voulez dire votre vérité? Il y a des choses, la vérité, parce qu'il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a qu'une seule et c'est la mienne. Et je pense que les faits sont clairs. Tous mes cyberagresseurs et ceux qui ont balancé des calomnies sont tous mis en examen, comme je le répète encore une fois. Et moi, malgré mes multiples relances, je n'ai jamais été reçu par la justice pour être entendu, même en tant que témoin, sur ces horribles accusations parties des réseaux sociaux. On va parler des Terriens du dimanche dans quelques instants. Sarah, une dernière question de la part des internautes. Et bien justement, c'est la liaison Alice qui se demande si vous allez pouvoir retrouver votre poste chez Thierry Ardisson. C'est la question que tout le monde se pose. Oui, malheureusement non. C'est sûr. J'en ai aucune idée. Mais vous n'en avez pas reparlé avec Thierry Ardisson? C'est malheureusement pas lui qui a eu le dernier mot. Il s'est battu pendant de nombreuses semaines et c'est d'ailleurs le seul en télé à m'avoir autant soutenu. Il a voulu me faire revenir, il s'est imposé tout ça, mais C8 a eu le dernier mot. C'est une histoire d'annonceur. Vous savez, encore une fois, la présomption d'innocence à la télé, ça n'existe pas. Dès qu'il y a un petit truc, aussi vrai ou faux soit-il, on panique et puis les annonceurs flippent. Donc pour des enjeux, des raisons économiques, voilà, j'ai été écarté de l'antenne et effectivement aucun retour pour l'instant n'est envisagé. Je ne suis pas en très bon terme avec C8 et c'est vrai qu'ils se sont assez mal comportés. Et le fait en plus de m'avoir exclu de l'antenne, alors qu'en parallèle Thierry me soutenait, ça a été une manière aussi de me condamner aux yeux du public et ça ne m'a pas du tout aidé pendant cette polémique. Les gens se sont dit que si j'étais viré, c'est que forcément c'était vrai, alors que pas du tout, c'est juste qu'en télé, c'est un milieu de merde et qu'on saute très rapidement
pour rien. En même temps, Jérém Star, vous vous montrez très critique dans ce livre à l'égard de Cyril Hanouna, qui est sans conteste l'animateur qui pèse le plus au sein de C8. Vous n'êtes pas forcément tendre non plus envers la direction de C8. Est-ce que vous vous êtes pas tiré là un petit peu une balle dans le pied finalement? Je m'en fiche, je préfère me tirer une balle dans le pied et être honnête avec moi-même. Je pense avoir assez souffert et avoir été assez lynché et avoir servi assez de chair à buzz pour pas pouvoir m'exprimer. Donc Cyril Hanouna, C8 ou peu importe, personne ne me fait peur. Je dis ce que je veux et mon ressenti, j'ai beaucoup souffert, on m'a enfoncé et la présomption d'innocence n'a pas été respectée. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Sans citer de nom, je pense qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui à l'antenne qui pour le coup ont vraiment été impliquées dans des affaires, mises en examen, rendues coupables. Pourtant ces gens-là sont à l'antenne. Moi je n'ai jamais été convoqué par la justice, j'ai été jeté comme une merde. Donc encore heureux que je puisse dire quand même ce qui ne va pas dans tout ce système télévisuel. Parce que ça a été extrêmement incorrect et extrêmement sale ce qui a été fait. Voilà, c'est la vie maintenant, je ne vais pas pleurer toute ma vie, la vie continue, j'ai plein d'autres projets à côté. Voilà. Une dernière question, Jérém Star. C'est vrai que Cyril Hanouna vous a beaucoup critiqué pour avoir donné votre parole à Quotidien, donc l'émission qui est concurrente à celle de Touche pas à mon poste qu'il anime sur C8. Vous vous êtes donc rendu sur TMC, il l'a mal pris. Avec le recul, est-ce que vous regrettez cette prise de parole chez Yann Barthès? Oui, alors justement, c'est là qu'on voit, à force d'entendre Cyril Hanouna répéter les choses, tout le monde finit par y croire. Non, déjà, premièrement, je ne regrette pas ma prise de parole parce que C8 m'a interdit à ce moment-là de venir m'exprimer sur la chaîne. Ouais. Donc la vérité, c'est que je n'ai pas eu le choix que d'aller chez Quotidien. J'ai une autorisation écrite encore de Stéphane Simon et de Thierry Ardisson de l'émission donc des Terriens pour lesquels je travaille parce que je ne suis pas salarié de Cyril Hanouna donc je vois même pas pourquoi en fait il s'est énervé, il a mal pris. Dans tous les cas, je n'aurais pas fait mon retour chez lui et je ne travaille pas pour son émission. Voilà. Donc je ne regrette pas. J'ai été respecté par Quotidien et c'est quand même une honte que C8 ne m'ait pas autorisé à venir m'exprimer après tout ce lynchage et que j'ai été obligé d'aller le faire ailleurs. N'inversons pas les choses. Je n'ai pas trahi ma chaîne en allant m'exprimer ailleurs. J'ai été ailleurs parce que je n'ai pas eu le choix et parce qu'on ne m'a pas donné la parole sur ma propre chaîne. Merci Jérém Star d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La Vérité, toute la vérité. Donc un ouvrage aux éditions Hugo Images dans lequel vous vous livrez à cœur ouvert. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire comme chaque jour entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve demain comme d'habitude avec un nouveau Buzz TV avec deux cuisiniers. Il s'agit de Juan Arbealez et Julien Duboué. Vous allez me dire qui sont ces deux personnages. Ils vont lancer une nouvelle émission sur TF1 qui s'appelle Cuisine Impossible. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.